c'est un problème gravissime. Je dis bien solennellement gravissime. Les États-Unis se préoccupent de la Chine. Or, aujourd'hui, cette préoccupation chinoise fait que la Chine et la Russie se sont rapprochées l'une de l'autre. Le 4 février de cette année, en ouverture des Jeux olympiques de Pékin, Poutine et Xi Jinping ont fait une déclaration commune faisant état de leur solidarité sur tous les points de crise mondiaux. Et c'est la raison pour laquelle vous avez montré, par exemple, l'ambassadeur du Pakistan reçu par Poutine. Le Pakistan est le meilleur allié de la Chine. Bien sûr, oui. Donc, tous ces gens-là fonctionnent ensemble. Et quand on parle de communauté internationale, il n'y a pas de communauté internationale. Il y a aujourd'hui des pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Iran, comme le Pakistan, qui mènent leur jeu. Ce jeu est dirigé contre nous. Il ne faut pas se voiler la face. Et ça n'est pas avec des sanctions économiques que nous pourrons nous en sortir. Ce qu'il faut, c'est réorienter la stratégie de nos pays, la stratégie de l'Union européenne pour l'avenir. Et il ne faudrait pas trop tarder. Darius, vous êtes d'accord avec cette analyse? On sent qu'on est vraiment entre deux mondes. Moi, on appartient à une génération qui a grandi à une époque où on laissait sous le joug soviétique des peuples qui étaient comme le peuple ukrainien aujourd'hui, tout à fait contre cette occupation, mais on ne faisait rien. Parce qu'on ne voulait pas mourir pour la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, etc. Et la génération de Joe Biden est une génération qui a vécu avec cette idée-là, qui est de la pure réelle politique et qui est le respect d'une puissance nucléaire. On ne peut pas comme ça agresser une puissance nucléaire. Donc, on la laisse occuper une très grande marge de manœuvre et on est quand même dans ce monde-là. François Mitterrand appartenait encore à ça. Je notais ce qu'il disait, il le disait toujours hors caméra, mais il adorait répéter cette phrase. Il disait « L'Ukraine fait partie de la Russie depuis plus longtemps que la Bretagne n'a été intégrée à la France ». Et ça voulait dire les frontières, il ne faut pas trop y toucher, et c'était l'attitude très conservatrice dans Mitterrand. Mais les choses évoluent quand même, et je trouve que c'est frappant dans les déclarations de Boris Johnson, d'Emmanuel Macron tout à l'heure, même si les moyens réels restent limités, la vision du monde évolue tout de même. C'est-à-dire on n'est plus tout à fait, et là je vous rejoins tout à fait, dans cette ancienne vision du monde où on considérait que puissance nucléaire, on ne peut rien faire, il faut les laisser faire. Et effectivement, on est dans un changement d'époque, on est aussi dans un temps où derrière le conflit matériel, derrière le conflit militaire, il y a des conflits de monnaie. La Chine a utilisé les Jeux Olympiques de Pékin comme tremplin pour sa nouvelle monnaie qui est le yuan numérique. La Chine a même fait un accord avec SWIFT afin que les PME européennes puissent régler soit en dollars, soit en yuan. Le yuan menace aujourd'hui le dollar et la seule façon pour les États-Unis de protéger le dollar, c'est de faire la guerre. Autre chose sur le plan du contexte global dans lequel s'inscrit cette crise, nous sortons de 2 ans de Covid. Or, dans ces 2 ans de Covid, il s'est passé une chose, c'est que tous les pays du monde ont commencé à utiliser les mêmes process numériques. Et que l'utilisation des mêmes process numériques, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Europe ou en Russie, a eu pour conséquence un lissage politique, un lissage sur le mode impérial, un lissage sur le monde de plus de contrôle. Par conséquent, la distance entre les régimes autocratiques et démocratiques s'est amoindrie. C'est réduite. Oui, c'est réduite. C'est intéressant comme analyse. Je vous donne la parole dans une seconde. Je voudrais juste qu'on aille retrouver Pascal Boniface qui nous attend depuis tout à l'heure, le directeur et fondateur d'ailleurs de l'IRIS. Bonjour. Pascal, ah non, il n'est pas avec nous et on l'a perdu manifestement. On va le rappeler. Allez-y, Darius. Oui, entre ne rien faire du tout et tout de même monter un peu le ton militaire, il y a une certaine gradation. Et vous donniez l'exemple des Polonais, qui parlent quand même un peu plus fort que ne parlent beaucoup d'Occidentaux tout à l'ouest. Et c'est quand même frappant parce qu'eux, ils ont la proximité historique. Bien ils sûr. étaient sous la botte de l'Union soviétique et la proximité géographique. Et on sent qu'eux bougent déjà un peu différemment. Parce qu'avant l'article 5 dont parlait Catherine, il y a l'article 4 qui dit que même si un pays n'est pas membre de l'OTAN, un pays proche qui se sent menacé peut demander à tous les autres pays de se réunir. Et de façon tout à fait explicite, les Baltes notamment demandent ça, que les partis se réunissent et que tous les pays de l'OTAN se réunissent parce qu'il y a une menace contre eux, même si elle est indirecte. Catherine ?
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en 2 étapes. Hein. C'est-à-dire que d'abord, on peut demander une réunion si on est à proximité même du danger, et après, on peut demander à intégrer l'OTAN, ce qui évidemment n'est pas le cas pour l'instant pour l'Ukraine. Mais pourquoi vous disiez que le seul moyen de sauver le dollar pour les Américains, c'est justement de déclarer la guerre? J'ai pas compris. Parce qu'une économie déclinante se relance par la guerre. Ce fut le cas des États-Unis dans les années 30 avec la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, d'un point de vue diplomatique, juste un mot, d'un point de vue diplomatique, il y a quand même des dossiers sur lesquels les Russes et les Américains peuvent s'entendre. Ce dossier, c'est précisément celui qui a été évoqué tout à l'heure, celui de Tchernobyl. Il est urgent, dans l'intérêt des Russes et des Américains, que Tchernobyl constitue une zone d'exclusion des combats. Alors justement, puisque vous parlez de Tchernobyl, regardez ce qu'a tweeté le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'était il y a quelques minutes. Les forces d'occupation russes tentent de s'emparer du Tchernobyl NPP, ce qui doit être le centre névralgique. Nos défenseurs donnent leur vie pour que le drame de 86 ne se reproduise pas. Je l'ai signalé au Premier ministre suédois, c'est une déclaration de guerre contre toute l'Europe, dit-il. Pascal Boniface. D'un point de vue effectivement diplomatique, si j'ose dire, est-ce une déclaration de guerre contre toute l'Europe? Mais surtout, très prosaïquement, est-ce qu'il y a un danger à ce qu'effectivement, il y ait des combats en cours du côté de Tchernobyl? Alors, rien ne peut être exclu, mais je pense quand même que Poutine n'aura pas se prendre ce risque parce que les répercussions pourraient atteindre la Russie. Et que s'il y avait des combats au-dessus de Tchernobyl, ce n'est pas seulement le kilomètre ou les quelques kilomètres autour de Tchernobyl qui seraient visés. Donc, ce n'est pas une déclaration de guerre à l'Europe dans la mesure où, pour l'instant, la Russie ne fait pas la guerre à l'Europe, elle ne le fera pas, mais c'est en tous les cas une rupture du lien avec l'Europe, puisque l'Europe laissait ouverte la porte de la négociation, que Poutine disait d'ailleurs qu'elle était lui-même, qu'elle était ouverte, et Poutine l'a rompue en utilisant la force armée. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Europe, mais c'est la fin d'un épisode de relations entre la Russie et l'Europe. Ce matin, un éditorialiste qui disait ça n'est pas la guerre en Europe, mais l'Europe n'est pas en guerre, mais la guerre est en Europe, ce qui est peut-être la bonne formule. Ce qui nous frappe en fait, Pascal Boniface, depuis ce matin, c'est la rapidité avec laquelle tout ça s'est fait. Je veux dire, il y a quelques jours, Emmanuel Macron nous disait « j'ai réussi à obtenir un sommet entre Biden et Poutine ». Enfin, c'était extrêmement frappant. Il y avait les ministres des Affaires étrangères des 2 pays qui devaient se retrouver aujourd'hui même. Puis ça a été annulé. Puis aujourd'hui, les avions bombardent Kiev, quoi. C'est ahurissant d'un point de vue militaire quand même. D'un point de vue militaire, à la fois, c'est logique dans la mesure où Poutine a voulu prendre de court l'ensemble des défenses, mais effectivement, on voit qu'il y a une dégradation et qu'il semblerait que cette décision a été prise non pas dans la précipitation, mais qu'elle a été mûrie, que Poutine a dû voir, je pense à tort, mais il a dû voir une fenêtre d'opportunité, il a dû croire qu'il pouvait trouver un avantage à venir attaquer l'Ukraine maintenant parce qu'il n'y aurait pas de réaction occidentale. Et effectivement, les Occidentaux avaient dit qu'ils ne réagiraient pas militairement et donc Poutine s'est cru autorisé à intervenir. Il peut effectivement gagner la guerre contre l'Ukraine. Le reste de la partie sera un petit peu compliqué parce que notamment s'il veut occuper l'Ukraine, il va se heurter à des graves déconvenues et ensuite, une fois qu'il aura attaqué l'Ukraine, que va-t-il se passer? Il peut donc soit se replier et garder le Donbass, mais il aura antagonisé pour des générations et des générations la relation entre la Russie et l'Ukraine, mais également il aura coupé les relations avec l'Europe. Donc il sera quand même isolé, il n'aura plus que la Chine vers laquelle se tourner. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est important que les pays occidentaux élargissent la riposte, qu'il n'y ait pas seulement une riposte occidentale, mais que à l'ONU ou ailleurs, on essaye de convaincre les autres pays africains, asiatiques, latino-américains que ce n'est pas un différend entre l'Occident et la Russie, mais que la Russie a violé le droit international, a utilisé la guerre comme moyen de résoudre les différends et que c'est ça qui est en cause. Infiniment d'avoir été avec nous, Pascal Boniface. On ira faire un tour à l'ONU d'ailleurs tout à l'heure. J'ai une vidéo à vous montrer d'un échange qui a eu lieu dans la nuit. Justine Sago, vous êtes toujours avec nous. Vous regardez évidemment ce qu'il se passe. Militairement parlant, si j'ose dire, où est-ce qu'on en est ? Bien écoutez, la dernière information, vous l'avez donnée, c'est qu'il y a, selon les dernières informations, des combats en cours à Tchernobyl, tout au nord du pays, près du dépôt de déchets nucléaires. Et il y aurait aussi des combats en cours, regardez cette carte, pour une base militaire près de Kiev. Donc il y a des combats en cours actuellement dans la région de Kiev, puisque les Russes ont mené cette attaque en passant
par le nord, c'est-à-dire par la Biélorussie. Alors ce qu'on sait, c'est que depuis cette nuit, les forces terrestres russes ont attaqué le territoire ukrainien par différentes lignes de front, à commencer par la ligne de front de la Biélorussie, vous voyez en noir, juste à côté la ligne de front tout au nord du pays. Les troupes sont aussi rentrées par la frontière au nord-est de la Russie. Les frontières du Donbass ont été également franchies et enfin l'offensive a été menée et passée par la Crimée, ce territoire annexé depuis plusieurs années. Cela ressemble fort à la stratégie de la tenaille de l'encerclement. Selon les gardes-frontières ukrainiens, quasiment toutes les unités aux frontières et les points de contrôle ont été attaqués par des armes légères ou bien par de l'artillerie lourde. Les Ukrainiens parlent de combats acharnés. Il y a aussi eu, deuxième aspect de cette offensive, ce sont les bombardements et les explosions. D'abord à Kiev, la capitale, regardez la carte, mais aussi à Kharkiv, la deuxième ville du pays, mais aussi dans le port d'Odessa, cette porte ouverte vers la mer Noire. Autre port visé, celui de Mariupol, qui est le poumon industriel de l'Ukraine. Alors, on a aussi des derniers chiffres, c'est que selon les Ukrainiens, 74 installations militaires ont été touchées, dont 11 aérodromes. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour le moment, il y a un déséquilibre énorme entre les forces russes et les forces ukrainiennes. Regardez les chiffres, ils datent d'hier. 200 000 soldats russes à la frontière, 500 avions de chasse et 40 navires de mer, alors que côté ukrainien, il y a seulement pour le moment 40 000 soldats. Merci beaucoup, merci Justine. Et on a vu tout à l'heure, on peut les repasser peut-être, ces images des blindés qui passent la frontière en fait dans la nuit. C'était une caméra de vidéosurveillance qui nous montrait cela. On a vu aussi les images d'explosion. Catherine Gentil, une précision, parce qu'on a du mal à comprendre, mais c'est quasiment, les voilà ces blindés dont je parlais qui passent la frontière du côté entre la Crimée et l'Ukraine. En fait, c'est une guerre qui a trois visages. Il y a quasiment du corps à corps. On a vu ces soldats qui sont dans les tranchées. Enfin, c'est assez impressionnant. Et puis, une guerre cyber et la guerre économique dont on a parlé tout à l'heure. Mais d'un point de vue militaire, purement militaire, avec ces blindés, ces avions, etc., c'est vrai qu'il y a un déséquilibre qui est évident. Il se résume en deux chiffres, le déséquilibre. On considère que l'armée russe, c'est en gros la deuxième armée du monde et l'armée ukrainienne, c'est la 22e. Donc on voit qu'évidemment, d'ailleurs, on considère que l'Ukraine ne peut pas tenir plus d'une semaine et encore une semaine, c'est le grand maximum face à l'armée russe. Donc effectivement, la supériorité de l'armée russe ne se discute pas. C'est-à-dire que dans certains domaines, elle est même maintenant supérieure à l'armée américaine dans tout ce qui concerne les domaines de pointe et les fameux missiles hypersoniques dont on parle depuis quelques temps. Et voilà. Mais pourquoi ? Parce qu'il a particulièrement... On sait que le PIB, on en a parlé beaucoup, c'est pas un pays riche, la Russie. Il a particulièrement investi dans ce domaine-là, Vladimir Poutine. Parce qu'il a été traumatisé, je pense, Vladimir Poutine, justement, par le fait que la célèbre armée rouge, en fait, s'était complètement effondrée après l'effondrement du mur aussi. Et qu'en plus, les accords de discussion sur le désarmement, pour la plupart, ont été rompus. Le dernier, je crois, c'était en 2019, d'ailleurs, par Donald Trump. Mais c'était bien avant que la Russie a décidé de se réarmer et de renforcer ses troupes. Et donc, en fait, ça a été une décision de Vladimir Poutine, mais d'il y a maintenant longtemps. Et l'aboutissement de ce réarmement de l'armée russe, c'est effectivement les fameux missiles hypersoniques qui fonctionnent à Mach 10 ou 12. Donc ça veut dire que pour l'instant, les Américains, on pense qu'ils ont entre 5 et 10 ans de retard par rapport à ce domaine d'armement. Mais comment on ne s'en est pas préoccupé avant ? Je pense que ce qui marque la différence, c'est que Poutine a une formation d'officier. Et donc, il a à la fois un cerveau politique et militaire dans la même personne. Or, du côté occidental, il y a une disjonction entre la pensée politique et les actions techniques militaires. Cette disjonction a généré des victoires militaires en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, et des désastres politiques. Donc l'atout de Poutine sur les Occidentaux, c'est qu'il y a dans le même cerveau une pensée militaire et une pensée politique. Or, faire la guerre, c'est faire de la politique. Évidemment, on va revenir dans un instant. Si vous voulez, Poutine, c'est d'abord un fonctionnaire du KGB. Oui, c'est ça. Et la pensée militaire poutinienne, j'ai quand même des réserves sur son ampleur et son développement. La référence, encore une fois, c'est 2008. C'est la Géorgie 2008. C'est la décision de l'OTAN
de mettre en Géorgie et en Ukraine des défenses antimissiles dès que ces deux pays seraient rentrés dans l'OTAN. Et Poutine, à ce moment-là, a dit « je ferai tout » pour m'y opposer. Alors Poutine, on va y revenir dans un instant. On va s'interrompre quelques instants et on va y revenir avec vous, notamment Darius, parce que vous avez rencontré à plusieurs reprises le président russe et vous avez réussi à bien cerner le personnage sur ces images donc de blindés. Et je vous rappelle que des combats sont en cours à Tchernobyl. On vous donne toutes les dernières infos dans une seconde. La guerre a donc commencé ce matin vers 4h du matin du côté de Kiev qui a été bombardé. 6 explosions ont été entendues. Thierry Coiffier, je vous donne la parole dans un instant pour les toutes dernières informations. On va d'abord partir à Kiev, retrouver Nathan. Bonjour à vous, vous êtes camerounais, vous habitez à Kiev. On vient d'apprendre que Kiev était désormais placé sous couvre-feu. Est-ce que vous avez pu faire des courses, ne serait-ce que ça, et faire vous ravitailler, Nathan, puisque maintenant la ville est placée sous couvre-feu? Oui, exactement. Donc, une petite récapitulation. Je suis congolais de la RDC. Alors, ce matin, nous sommes réveillés à 6h du matin et il y avait la sirène qui avait retenti et nous sommes réveillés comme ça. Et on a eu à suivre premièrement des informations et ensuite nous sommes allés à la boutique du coin, mais il y avait une queue sur laquelle nous devons attendre pratiquement 30 minutes pour pouvoir acheter des produits. Et encore à savoir que les produits actuellement sont à doubler plutôt, ou même tripler, voire même. Et il n'y a pas aussi une possibilité par rapport à faire l'échange comme les dollars ou acheter les grivnias. Donc c'est ça un peu la situation actuellement que nous sommes ici. Les prix qui ont quasi doublé ou triplé en à peine quelques heures, plus de cash dans les banques, c'est ce que vous nous dites, Nathan. Là, vous êtes où? Vous êtes chez vous, vous allez pouvoir partir. Est-ce que vous voulez partir déjà? Oui, exactement. Nous avons voulu partir aujourd'hui le soir, mais nous avons eu à recevoir des consignes que le bunker antimissile de l'appartement a été ouvert. Alors, cette nuit, nous croyons nous aurons à passer la nuit là-bas. Et que vous dit votre ambassade, l'ambassade de la RDC? Aujourd'hui, il y a eu une réunion au niveau de l'ambassade et nous sommes en train d'attendre des informations, de plus amples informations par rapport à l'évacuation. Mais entre-temps, l'université nous a envoyé des messages pour nous confirmer que nous pourrons aller même en Pologne en attendant que l'ambassade agisse. Donc vous êtes étudiant, hein, de ce que je comprends, c'est ça. Est-ce que vous avez peur, Nathan? Oui, exactement. Nous avons un peu peur parce que nous ne savons pas exactement comment ça va se dérouler. Et nous venons d'apprendre que les combats ont commencé à Tchernobyl. Tchernobyl, ce n'est pas très loin de Kiev. Donc, peut-être dans 2 ou 3 jours, peut-être la ville de Kiev, la capitale, sera sous les feux. Oui, c'est peut-être ça le risque, effectivement. Vous les avez entendus, les bombardements ce matin, les explosions à Kiev, j'imagine? Les bombardements à Kiev se sont précisément passés à Borispil. Borispil, c'est un quartier en dehors de la ville. C'est là où se trouve l'aéroport. Et c'est à cause de cela que les sirènes ont retenti sur la ville. Et qui vous ont réveillé à 4h du matin. Et ensuite, vous avez fait quoi? Ensuite, j'ai essayé de prendre mon téléphone qui était en charge et de constater qu'il y avait pratiquement 5 ou 6 appels manqués. C'était vos proches qui tentaient de vous joindre, savoir comment ça allait? C'était mes proches qui sont actuellement à Kharkov. Oui, ce sont mes proches qui sont actuellement à Kharkov et qui ne peuvent pas bouger parce que la gare elle est fermée et il n'y a pas de bus pour quitter la ville. On imagine cette inquiétude, évidemment. Faites attention à vous, hein, bien sûr, Nathan. Et puis, on vous recontactera, bien entendu, et on suit, nous, ici, tout ce qu'il se passe et tous les développements dans l'Ukraine tout entière. Vous le disiez, hein, Tchernobyl, notamment, tout à l'heure, des bombes à Tchernobyl, des explosions, en tout cas, du côté de Tchernobyl. Ça fait évidemment très peur. On va pouvoir en reparler tout de suite. D'ailleurs, Thierry, vous allez nous donner les dernières infos. Oui, justement, les forces russes tentent de s'emparer de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Voilà
ce que vient de tweeter le président ukrainien Zelensky. Tchernobyl, c'est à un peu plus d'une centaine de kilomètres au nord de Kiev, comme l'a dit Nathan tout à l'heure. Nos soldats, dit le président ukrainien, donnent leur vie pour que le drame de 1986 ne se reproduise pas. Des combats sont donc en cours tout près de Kiev. Le couvre-feu, vous l'aviez évoqué, vient d'être décrété dans la capitale par le maire de la ville. Des images d'hélicoptères russes ont aussi été diffusées par le ministère de l'Intérieur ukrainien, des hélicoptères qui survolaient la capitale ukrainienne. De son côté, l'armée russe affirme avoir détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes en Ukraine. Et vous voyez sur cette carte qu'il y a clairement 4 fronts. Un au nord qui vient des troupes qui viennent de la Biélorussie, le front nord-est qui arrive sur Kharkov, et puis depuis le Donbass, et puis au sud depuis la Crimée. Puis vous allez voir que dans le même temps, Vladimir Poutine, lui, continue ses activités un peu comme si de rien n'était. Il a accueilli ce matin le Premier ministre pakistanais Imran Khan au Kremlin, une visite officielle certes prévue de longue date, mais qui n'a pas été reportée par le président russe. Et puis un grand exode a commencé dès les premiers bombardements ce matin. Vous allez voir ici des images qui nous sont parvenues il y a quelques instants de la frontière polonaise. Des Ukrainiens la franchissent pour fuir les combats. La Pologne va d'ailleurs ouvrir 9 centres d'accueil. Et puis ce matin, d'importants embouteillages se sont formés très tôt dans de nombreuses villes comme Kiev. Tout cela, évidemment, pour fuir les combats. Il y a ceux qui fuient, il y a ceux qui ont décidé de rester. Je vous propose d'écouter cet habitant d'Odessa. Ça se situe dans le sud de l'Ukraine. Lui, comme je vous le disais, il a décidé de rester. On l'écoute. Alors, je vous cache pas, oui, j'ai une certaine crainte. C'est sûr, comme je vous explique, que les choses se sont passées tellement vite que du coup, je pense que j'ai peut-être pas non plus vraiment eu le temps de réaliser. Je suis peut-être tellement aussi. Peur, je sais pas. Je pourrais pas dire. Mon sentiment actuellement, il est un peu bizarre, en fait, je veux dire. Il y a forcément aussi des répercussions économiques à cette guerre. Les marchés financiers sont en forte baisse, moins 4% pour le CAC 40. 4% aussi pour le DAX à Francfort. Les cours du blé, de l'aluminium et du pétrole sont en train de battre des records. Et puis à l'instant, la Russie promet une réplique sévère aux sanctions de l'Union européenne. On sait qu'un Conseil européen extraordinaire se tiendra tout à l'heure à Bruxelles. Voilà pour l'essentiel, Bénédicte. Merci Thierry. Je voudrais qu'on reprenne la carte, si c'est possible, la carte de l'Ukraine pour bien se rendre compte. Je voudrais qu'on fasse un point sur Tchernobyl. Alors Tchernobyl, vous voyez Kiev, vous voyez la capitale au nord. Tchernobyl, c'est à la frontière quasiment avec la Biélorussie. Tchernobyl, c'est évidemment la centrale nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Thomas de la Neuville, qu'est-ce qu'il y a à Tchernobyl maintenant ? Je dirais, voilà, on continue à produire, on a tout mis sous cloche, il y a des déchets. Il y a maintenant, oui, des décennies que on a tenté d'éviter que cette centrale puisse émettre de nouveau des ondes radioactives. Donc Tchernobyl se situe sur un des 4 axes de progression de l'armée russe, mais il y a aussi un autre axe dont on a peu parlé jusqu'à présent, c'est l'axe maritime. En effet, on note en ce moment une concentration inédite de navires en mer Noire, des navires qui sont sous le commandement du croiseur Moskva, avec des bâtiments amphibies, 9 bâtiments amphibies de débarquement de troupes qui pourraient opérer à Odessa. On voit bien donc que en cette Ukraine qui est vue comme une poche de résistance par les Occidentaux, comme un abcès par les Russes, eh bien on voit qu'un nouvel axe se dessine exactement à l'opposé de Tchernobyl. Ah oui, c'est donc au sud, on est d'accord. Odessa, c'est tout au sud du pays, un axe maritime désormais. Sur Tchernobyl, Darius, évidemment, quand on prononce le mot Tchernobyl, ça fait très peur. C'est un symbole très fort pour les Russes, parce que 86, aussi, pour eux, c'était vraiment une accélération de la chute de l'Union soviétique qui est absolument terrible. Maintenant, il faut faire très attention au phénomène de propagande quand on dit, de part et d'autre évidemment, mais quand on dit à Kiev qu'on risque de revivre un drame, etc. Oui. Franchement, là, on est dans l'inconnu complet. Mais le symbole Tchernobyl, évidemment, est très fort, notamment pour les Russes, parce que ça a été une des très grandes humiliations, le fait que l'ingénierie soviétique soit à ce point fragile, qui a aussi évidemment beaucoup marqué cette génération-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Je ne pense pas que les Russes soient complètement idiots au point d'aller porter atteinte à des zones de dépôt de déchets radioactifs. D'abord, ça serait très mauvais pour eux. Ça les obligerait à combattre avec des tenues d'ambiance nucléaire.
ce qui n'est pas commode pour la mobilité des troupes. Et d'autre part, on ne voit pas l'intérêt stratégique. Non, l'idée, c'est la guerre d'image, en fait. L'idée, c'est la guerre d'image. Oui, c'est ce que dit Darius, de dire, mais vous savez, on parle de Tchernobyl, et tout le monde, ça fait tilt chez tout le monde quand on dit Tchernobyl. Pour M. Zelensky, c'est un bon argument qui consiste à dire, vous voyez, les Russes, ils sont prêts à faire quelque chose d'abominable contre l'Europe tout entière. Mais ce qui est frappant dans la carte, quand même, c'est le côté offensif tous azimuts. Et là, il faut mesurer le changement, disons, de perception de cette guerre en quelques heures. Il y a encore 2 ou 3 jours, beaucoup disaient ils n'attaqueront pas. Et ensuite, beaucoup disaient s'ils attaquent, c'est seulement à l'Est pour prendre le contrôle des républiques pro-russes, etc. Or, on voit que là, c'est beaucoup plus loin. Là, le but visible de guerre, c'est de faire tomber le gouvernement de Kiev. C'est un vieux fantasme russe. Il l'avait fait dans les années 60, en 68 en Tchécoslovaquie, dans les années 80 avec la Pologne, installer un gouvernement, disons, fantoche qui leur soit favorable. Mais on est en 2022. L'Ukraine est quand même très occidentalisée. Tenir cet immense pays, je crois que c'est la superficie à peu près de la France métropolitaine, l'Ukraine. Oui, c'est très très grand. C'est inimaginable de forcer une population, je parle en tout cas de la population de l'ouest de l'Ukraine, de la forcer militairement à adhérer à une adhésion à la Russie, c'est tout à fait fantasmatique. Le colonel Pierre de Jong est avec nous. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour nous expliquer un peu aussi d'un point de vue militaire et stratégique ce qu'il se joue. Vous êtes le vice-président de la Thémis. On a vu cette image-là et Thomas de Lanneville nous expliquait tout à l'heure qu'il y avait effectivement également une offensive maritime qui se jouait par la mer Noire en direction d'Odessa, cette espèce de stratégie de la tenaille. Clairement, Kiev peut tenir combien de temps, selon vous ? Alors, de toute façon, on assiste actuellement à une opération combinée avec des opérations préliminaires qui ont commencé il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, je pense honnêtement, le rapport de force est tellement décalé, si vous voulez, entre l'Ukraine et la Russie, il y en a pour quelques jours. Je pense que Kiev peut être atteint cette nuit ou demain matin,